Ce dossier concerne un homme de plus de 50 ans qui a des problèmes urinaires. Il a une hématurie. Cette hématurie, il consulte pour cette hématurie. Donc cette hématurie, elle est a priori macroscopique. Il a constaté qu'il avait du sang dans les urines. Il a uriné rouge à plusieurs reprises. Cette hématurie a été spontanément résolutive. Les urines, maintenant, sont claires. Il n'y a pas de problème aigu, a priori. Le patient n'a pas de trouble fonctionnel. Il est apyrétique. Donc, ce sont autant d'éléments qui vous montrent qu'on a affaire à une pathologie chronique, ou une pathologie en tout cas qui s'est développée de manière récente, mais qui ne pose pas de problème aigu. Vous l'examinez, la prostate est sans particularité, et à la bandelette urinaire, il y a une hématurie microscopique, forcément. Le patient, il y a quelques jours, avait du sang, a priori, en tout cas il avait uriné rouge, donc on se doute bien qu'il y aura une hématurie microscopique à la bandelette. Donc c'est un énoncé court, donc le reste va venir, et il faudra se focaliser sur les quelques signes qui nous ont été donnés par l'énoncé. La première question concerne l'interrogatoire et en particulier la recherche de la cause de cette hématurie macroscopique. Il y a une question qu'on doit poser au patient et qui permet parfois de distinguer une cause urologique d'une cause néphrologique. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir ce qu'est une hématurie d'origine urologique et, inversement, une hématurie d'origine néphrologique. C'est très simple. Une hématurie d'origine urologique veut simplement dire qu'il y a une plaie, il y a une lésion qui saigne quelque part du rein au méa urétral. Il y a au niveau de l'appareil urinaire quelque part une lésion qui saigne. Et donc il y a du sang dans les urines. L'hématurie néphrologique n'est pas du sang, c'est des dérivés de l'hémoglobine, ce n'est pas du sang qu'il y a dans les urines. Et lorsque on n'a pas de sang dans les urines, on ne peut pas avoir de caillots dans les urines. Pour pouvoir avoir des caillots dans les urines, il faut que ce soit du sang avec des plaquettes, des facteurs de la coagulation, et finalement ça coagule. Donc si ce patient vous dit qu'il a des caillots dans les urines, c'est que l'hématurie est d'origine urologique. Il y a une lésion quelque part qui saigne. Donc la présence de caillots affirme l'origine lésionnelle. La deuxième question concerne le bilan de première intention. On peut penser au premier abord qu'il s'agit uniquement d'une question de cours, mais en fait c'est une question très pratique parce que c'est réellement la première chose à faire devant toute hématurie. C'est très fréquent d'avoir une hématurie et il faut se poser deux questions. Quelle est la cause la plus fréquente d'hématurie et quelle est la cause la plus grave d'hématurie? Si on se pose ces deux questions, on arrive, même sans connaître son cours, à répondre à cette question. Il y a une troisième question qu'il faut se poser, c'est quel est le contexte de cette hématurie? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient aggraver cette hématurie? Il est bien évident que si ce patient est sous antivitamine K ou sous aspirine, si vous lui avez pas posé la question, si vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il avait des troubles de l'hémostase, vous aurez 0 dossier. Donc typiquement, dans toutes les questions qui relèvent d'un bilan de saignement, il faut penser à tout prix à l'hémostase. Donc comment est-ce qu'on peut organiser notre réponse?
La cause la plus fréquente d'hématurie, c'est bien sûr l'infection. La cystite aiguë chez la femme, par exemple, entraîne une hématurie. Elle est microscopique le plus souvent, mais ça saigne. Il y a une irritation, une lésion de la vessie. Donc, on demande un ECBU dans tous les cas. La question, quelle est la cause la plus grave? Eh bien, la réponse, c'est évidemment une tumeur. Et principalement une tumeur de vessie, mais aussi une tumeur urothéliale du haut appareil, une tumeur du rein, toutes les causes tumorales. Donc, il faut évidemment faire une cytologie urinaire. La cytologie urinaire, ce n'est pas pareil qu'un ECBU. La cytologie urinaire, c'est un frottis. On fait un frottis, on met de l'urine sur une lame, on regarde les cellules. On ne compte pas les cellules, on les regarde. On recherche des cellules atypiques, des cellules qui ont des sales gueules et qui évoquent une pathologie tumorale. Enfin, le patient saigne, et ça c'est un automatisme. On fait une numération, des plaquettes, on fait un bilan d'hémostase. Le patient a un problème urologique, donc on vérifie bien sûr la fonction rénale, on fait une créatininémie. Et le patient, c'est un homme. La prostate fait partie des organes potentiellement en cause au niveau du tractus urogénital, donc on fait un PSA, forcément. Ces éléments nous orientent vers la nature et vers éventuellement des signes de gravité. Mais ces différents examens n'orientent pas sur le plan de la localisation. Pour faire un diagnostic de localisation, il faut faire des examens morphologiques. L'examen de référence pour rechercher une étiologie devant une hématurie, c'est l'uroscanner. L'uroscanner, ce n'est pas un scanner avec injection de produit de contraste, c'est un scanner très particulier, et si vous ne précisez pas uroscanner, vous n'aurez pas le bon examen. Un uroscanner, c'est 4 phases. Une phase sans injection, une phase précoce juste après l'injection de produit de contraste, une phase veineuse portale un petit peu plus tard, et ce qui le différencie des autres examens, c'est que vous aurez une phase tardive, voire très tardive. On attend que le produit de contraste passe dans les cavités rénales, qu'il soit sécrété, excrété, qu'il descende dans le bassinet et dans l'urtère, et qu'il aille éventuellement dans la vessie. Comme ça, on a une vision de tout l'appareil urinaire. On peut aussi décider de faire des clichés permictionnels. Donc c'est encore plus tardif. On demande au patient d'uriner, ce qui permet d'opacifier l'urètre. Vous lui prescrivez tous ces examens et le patient revient vous voir avec un cliché. Quelle est votre interprétation? Là, vous avez un cliché évidemment de scanner abdominal. Et si vous n'aviez pas demandé de scanner à la question précédente, il est temps de le demander, parce que le patient revient vous voir avec ça. Ce que tout le monde va dire et écrire, c'est, et d'ailleurs ça saute aux yeux, c'est qu'il y a un problème au niveau du rein gauche. Il y a un syndrome de masse au niveau du rein gauche. Ça, tout le monde va l'écrire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein d'autres choses à dire. Il faut préciser que c'est un cliché de scanner, que ce cliché a été fait en phase précoce, après injection de produit de contraste. Vous voyez l'aorte qui est là. Et du coup, vous voyez aussi l'artère rénale droite, l'artère rénale gauche qui arrive dans le rein gauche. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait voir sur ce scanner, mais c'est difficile. En particulier, la veine rénale gauche qui est le plus souvent en avant de l'artère. Et cette veine rénale gauche, elle a vraiment une tête bizarre. Elle arrive bien évidemment dans la veine cave. Et la veine rénale gauche, elle est augmentée de volume et elle a un aspect hétérogène. Évidemment, quand on le voit, quand on voit ce scanner, c'est très difficile à dire. Mais vous allez voir qu'avec les questions suivantes, finalement, ça devient évident.
Et rien ne vous empêche de revenir en arrière et de préciser des choses que le scanner ne vous évoquait pas au début, mais qui vous sont évoquées par les questions d'après. Donc, ce qu'il fallait dire, c'est que c'était un syndrome de masse au niveau du rein gauche, sur ce cliché de scanner abdominal, en phase précoce artérielle. C'était donc une masse d'allure tissulaire, et ça c'est un mot-clé, qui était hétérogène et qui vous évoque finalement le diagnostic de tumeur maligne du rein gauche. Comment faire pour mieux caractériser cette tumeur? Eh bien tout simplement faire son bilan d'extension. Vous pouvez le faire sur le scanner fait partie du bilan d'extension. Il faut préciser que c'est une grosse tumeur qui est localement avancée. Enfin, l'aspect hétérogène de la veine rénale gauche qui est augmentée de volume doit vous faire évoquer dans ce contexte un thrombus veineux, une extension veineuse carcinomateuse. C'est pas grave si vous ne l'avez pas vu. Vous allez voir qu'à la question suivante, on vous parle d'un signe clinique qui doit absolument vous mettre sur la voie. Ce patient vous dit qu'il a remarqué une tuméfaction scrotale gauche, avec une pesanteur en position debout. Ça ne peut être qu'une seule chose. C'est forcément une varicocèle. C'est la varicocèle. Même si vous ne savez pas votre cours, ça doit vous évoquer une varicocèle. Une pesanteur en position debout au niveau scrotal, c'est une varicocèle. Cette varicocèle, elle est à gauche. Elle n'est pas bilatérale, elle est à gauche. Et le syndrome de masse était au niveau du rein gauche. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit forcément qu'il y a une gêne au retour veineux au niveau de la veine spermatique gauche, ce qui entraîne ce varicocèle. Et cette gêne au retour veineux, elle est due à quoi? Dans un contexte de cancer du rein gauche, elle est due forcément à une thrombose de la veine rénale gauche, vu que la veine spermatique gauche se jette dans la veine rénale gauche. Donc la réponse, clairement, était la suivante. Il fallait tout d'abord dire ce que c'était. Varicocèle gauche, secondaire à une thrombose tumorale de la veine rénale gauche. Et enfin, préciser comment faire pour confirmer ce diagnostic. Le meilleur examen, l'examen de référence pour rechercher une extension veineuse du cancer du rein, c'est l'angio-IRM abdominal. Vous faites cette IRM qui confirme vos suspicions, mais grâce à l'examen clinique, vous étiez déjà convaincu. Et maintenant, vous devez évaluer quels sont les risques potentiels d'avoir une thrombose veineuse. Là encore, c'est du court, mais c'est de la logique. Les risques d'une thrombose veineuse, il y en a plusieurs. Il y a les emboles. Les emboles, où est-ce qu'ils vont? Ils vont vers le cœur. Et après le cœur droit, donc l'oreillette droite, puis le ventricule droit, puis les poumons. Donc, le risque majeur, c'est l'embolie pulmonaire. Quand le thrombus arrive au cœur, en général, ça ne se passe pas bien. Ça entraîne des troubles du rythme, ça peut entraîner une mort subite par arrêt cardiaque. Enfin, localement, une thrombose veineuse peut s'infecter. Là, ce n'est pas marqué, parce qu'en général, ce n'est pas le cas au niveau du rein. Mais pensez à chaque fois qu'il y a une thrombose veineuse, à la fois aux emboles et aux conséquences de l'obstruction, en particulier infectieuse. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ce patient comme traitement? Ce patient a un cancer du rein localement avancé avec une extension veineuse. Quel est le traitement de référence dans le cancer du rein, quelle que soit l'extension du cancer du rein? Dans le cancer du rein, il n'y a pas 36 traitements. La chimiothérapie ne marche pas, la radiothérapie ne marche pas. Le traitement de référence, c'est d'enlever la tumeur primitive et, si le cancer est métastatique, de donner un traitement complémentaire par
inhibiteurs de l'angiogenèse, et en particulier les anti-VEGF. C'est des thérapies ciblées anti-angiogéniques. Ce patient a un cancer du rein, une extension veineuse, on ne sait pas s'il a des métastases. Peut-être qu'il a des métastases. Il y a haut risque d'avoir des métastases. Mais le traitement de référence qu'on fait dans tous les cas et chez tous les patients, que le cancer soit localisé ou métastatique, c'est d'enlever la tumeur primitive. Là, on ne pouvait pas faire une néphrectomie partielle. La tumeur, c'est évident, elle est énorme. Donc, néphrectomie élargie gauche. Et dans ce contexte de thrombus veineux qui vous a peut-être pas été évoqué par le scanner, mais qui doit vous être évoqué par la varicocèle, vous devez traiter le thrombus. Donc, extraire ce thrombus. Peu importe le moyen. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment extraire ce thrombus, mais au moins préciser qu'on l'enlève. On enlève le thrombus. Le plus souvent, on fait une cavotomie et on aspire le thrombus, puis on referme la veine cave. Vous pouvez tout à fait vous contenter d'écrire extraction du thrombus veineux. Grâce à vos soins, l'évolution est favorable, mais à 3 jours, il y a a priori une complication. Une complication aiguë, on vous appelle en urgence, le patient est dyspnéique, le patient est tachycarde, l'ECG montre une ACPHA, trouble du rythme, trouble auriculaire, une fibrillation auriculaire. Quelle est la première hypothèse diagnostique? Problème au niveau du cœur droit, problème au niveau des poumons. Qu'est-ce que ça peut être? Dans ce contexte de thrombus veineux, qu'est-ce que ça peut être? C'est forcément une embolie pulmonaire. Question facile. Donc, embolie pulmonaire, dans ce contexte post-opératoire, chez un patient en plus qui est alité et qu'on a opéré d'un thrombus de la veine rénale. Donc, en conclusion, c'était un dossier plutôt facile, un dossier avec des réponses courtes, mais sur ces questions-là, ce qui va vous distinguer, c'est la logique et l'intuition. Le fait de voir la question suivante qui vous ramène à la question d'avant, qui vous permet vraiment d'orienter vos réponses et de rien oublier. Il fallait absolument connaître évidemment les manifestations cliniques du cancer du rein, sinon vous ne pouviez pas vous en sortir. Mais ça, sur le plan anatomique, vous devez connaître ces complications. Et enfin, connaître le bilan d'une hématurie qui n'oriente jamais avant d'avoir fait les examens complémentaires. Une hématurie macroscopique ne vous oriente pas en général. Il faut donc absolument faire un bilan large avec en plus un examen morphologique de référence. Les items abordés étaient bien sûr les tumeurs du rein, qui peuvent entraîner une hématurie, bien que ce ne soit pas le plus fréquent. Dans 80% des cas, le cancer du rein est découvert de manière fortuite à l'échographie, mais le cancer du rein peut entraîner une hématurie, peut entraîner des douleurs lombaires, peut entraîner des syndromes paranéoplasiques, une fièvre au long cours. Donc vraiment, lorsque vous avez une hématurie macroscopique, ne pensez pas que à la tumeur de vessie, pensez à toute la filière urogénitale. Enfin, l'item thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire qui a été largement pris en compte dans ce cas clinique.